Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jean-Christophe Charles. Je suis actuellement chercheur à la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Alors avant, j'ai fait une carrière dans la Marine nationale et aussi 15 ans dans l'industrie. Donc, on a un petit peu parlé de tout ça jusqu'à maintenant. La Fondation méditerranéenne d'études stratégiques est un institut de recherche stratégique, comme son nom l'indique, qui présente plusieurs caractéristiques. D'abord, il n'est pas basé à Paris, il est en dehors du périphérique, ce qui présente un très gros avantage à la fois en qualité de vie et aussi en fraîcheur de réflexion. Et on ne tourne pas en rond avec les autres. C'est un centre aussi qui réunit des anciens militaires, des chercheurs académiques et des jeunes chercheurs, donc des personnes qui font Sciences Po, des relations internationales et qui viennent travailler sur les sujets que l'on a. La zone que nous couvrons initialement, la fondation a été créée en 1992 et l'idée, c'était, après la chute du mur, de recréer des liens avec le nord de l'Afrique, donc dans le monde méditerranéen, recréer des liens pour... C'était l'époque de la mondialisation heureuse, où on pensait que tout irait bien, et donc il fallait s'ouvrir au monde et ouvrir des perspectives, ce qui d'ailleurs, c'est quand même un peu ce qu'on va faire aujourd'hui, mais dans un autre domaine. Et avec le retour de la conflictualité, évidemment, on a pris en charge cette partie sud de l'Europe, donc de l'Espagne, le Portugal, jusqu'à la mer Noire, et on continue à avancer vers le sud, parce que beaucoup des problèmes que nous rencontrons naissent très au sud. Donc on a actuellement un département d'études africaines, et on travaille aussi beaucoup sur le Proche et le Moyen-Orient, parce qu'évidemment ça nous impacte directement, et par extension vers l'océan Indien. Bon, globalement, compte tenu des évolutions stratégiques du monde, notre champ d'action s'agrandit. J'ai vu là, quand vous venez de faire une fiche sur la Baltique, une autre sur l'Arctique et une autre sur l'Antarctique. Donc voilà, on a cette spécificité aussi d'être très maritime. C'est quelque chose qui a été un peu abandonné par les think tanks parisiens. Et donc on garde cette spécificité maritime. En matière de production, si vous allez sur le site, vous avez des articles, vous avez des cartographies. On a un excellent cartographe qui donne des visions extrêmement précises et documentées des situations. Et on fait aussi des fiches très régulièrement qui sont publiées sur les réseaux sociaux. Vous avez donc en 2 pages, recto verso, la situation sur un point. Ça peut être la situation en Syrie, ça peut être la situation en République démocratique du Congo, ça peut être... Enfin voilà. Donc on fait des flashs, ce qui fait qu'entre les cartographies, les infographies, les articles de fond, les conférences, il y a une conférence par mois à Toulon. La prochaine a lieu après-demain, c'est Madame... Florent Bergebacker qui va intervenir sur le frérisme, c'est d'actualité. Et nous avons aussi, alors là c'est beaucoup plus consistant et ça peut intéresser du monde, les rencontres stratégiques de la Méditerranée, qui sont donc une réunion qui a lieu à Toulon, qui draine à peu près 3500, 4000 personnes sur 2 jours, avec des intervenants de très haut niveau, des intervenants internationaux, qui viennent à la fois faire des conférences, faire des points de vue, et puis des tables rondes comme ça sur un certain nombre de sujets, en lien avec la mer, en lien avec la stratégie, en lien avec ce qui fait un peu la vie géopolitique actuelle. Nous avons un principe, c'est la liberté de parole, la liberté de ton. On ne se dispute jamais, on discute. Et c'est très important dans la période actuelle de rester courtois et de pouvoir échanger. Ah oui, on fait aussi, ça c'est très important, on fait aussi des wargames. J'en parlais avec Madame la Consul Générale. Le Consul Général de Turquie a dit, tiens, je vais faire un grand jeu, on va rassembler tous les consuls généraux présents à Marseille, on va faire un grand jeu tous ensemble. Donc ça peut être assez amusant. C'est intéressant pour les entreprises aussi, ça permet de motiver et d'aider à réfléchir sur des situations dans un espace convivial et ludique. Et donc c'est instructif et ça permet aussi de renforcer la cohésion des équipes. Donc la table ronde. Échange, complémentarité et solidarité entre la mer Noire et le golfe du Lion. Tout un programme. Donc j'ai l'honneur d'accueillir Madame Aurélia Grosu, qui est consul général de Roumanie à Marseille.
Donc, madame, vous êtes diplomate de carrière. Vous avez été directrice à la direction de la communication et porte-parole du ministère roumain des Affaires étrangères. Vous avez été ministre conseiller à l'ambassade de Roumanie en France. Vous avez été conseillère auprès de la secrétaire générale de la francophonie. Maintenant, donc, vous êtes consul général à Marseille. Alors, on a un peu parlé du rôle des consuls généraux. Donc, il y a effectivement toute la partie administrative qui est l'aspect consulaire de la gestion des citoyens roumains. Donc, votre secteur va de la frontière italienne jusqu'à Toulouse, à peu près, donc une bonne partie de l'Occitanie, Andorre, Monaco, la Corse aussi. Mais il y a aussi un aspect, c'est pour ça que c'est un consul général, il y a aussi un aspect diplomatique et d'action diplomatique en soutien de l'ambassadeur du pays. Vous êtes docteur en sciences politiques, diplômé de droit, de sciences de la communication, et évidemment, vous avez suivi de nombreuses formations en relations internationales. Et je vous remercie d'être là et de nous éclairer. J'ai aussi donc Monsieur Philippe Malagola, qui est président du port de Sète. Après une carrière dans le domaine de l'énergie, vous avez rejoint le port de Sète il y a bientôt 3 ans. Et vous êtes également président du Conseil d'école Polytech Montpellier. Ils ont été renouvelés récemment, j'ai bien vu votre actualité. Et donc, Monsieur Loïc Texier, vous êtes directeur général de Sea Invest à Sète. C'est une entreprise qui opère des terminaux portuaires. Et vous êtes spécialiste de logistique maritime et donc directeur ici depuis 2001. Voilà. Alors, la mer Noire, bon, je pense que tout le monde voit bien où ça se situe. Alors, pour vous, c'est plutôt de ce côté-là. Comme toutes les mers, on a parlé ce matin, la mer, c'est à la fois une barrière physique, parce que comment l'être humain ne peut pas y aller naturellement, ne peut pas vivre en mer sans un minimum de préparation. C'est donc à la fois une barrière, en même temps un lien. C'est-à-dire, dès que vous avez réalisé cette préparation et vous êtes capable de construire des navires, vous êtes capable d'utiliser les mers. Et en même temps, ça marque toujours des lignes de fracture. Donc c'est à la fois un lieu d'échange et un lieu de conflictualité. Et là, la mer Noire, ce qui est très particulier, c'est que vous avez un monde européen, j'allais dire, gréco-latin, en particulier avec la Roumanie, qui est quand même un monde latin. Vous avez un monde slave, avec la partie ukrainienne et russe. Et la Bulgarie. Et vous avez une partie aussi des steppes d'Asie centrale, avec les Turcomans qui sont venus, qui ont fait la Turquie et le peuple ottoman. Et donc, il y a une partie asiatique, avec la chaîne du Caucase, qui est une des frontières de l'Europe et de l'Asie. Donc avec des pays comme la Géorgie. Donc vous voyez bien, il suffit de citer les quelques noms des pays qui entourent cette mer pour voir que la conflictualité est extrêmement présente. Elle l'a toujours été. Hein. La guerre de Troie, c'était là. Les Argonautes, le navire Argo, la première navigation un peu mythique, mais c'était en mer Noire, hein, c'est franchir le pont Euxin et arriver dans cette zone-là. Donc c'est à la fois une zone de découverte, une zone de conflictualité et un mélange, de populations assez fort. Politiquement, vous avez donc les espaces de l'Union européenne, qui sont là représentés donc par la Roumanie et la Bulgarie. Vous avez la présence de l'OTAN, avec toujours la Roumanie, la Bulgarie, mais aussi la Turquie. Et puis les mondes un petit peu intermédiaires, donc la frontière un petit peu mobile de l'Europe occidentale, on va dire, d'imaginaire occidental, pour être précis, qui se situe à cet endroit-là. Et donc, quand Saint-Pétersbourg est créé, cette Europe d'imaginaire occidental et culturellement occidentale était présente jusqu'à l'Oural. Là, aujourd'hui, on a l'impression que c'est plutôt l'inverse, c'est qu'il y a une pression asiatique un peu plus barbare et sauvage qui se fait vers l'ouest. Donc c'est une zone de rencontre, une zone frontière. Si on parle d'un point de vue maritime, si j'ai le temps, je vous raconterai des traversées du Bosphore sous la brume, c'est tout à fait passionnant. Mais du point de vue maritime, vous n'avez qu'une issue. Donc vous avez des fleuves qui se jettent dans la mer Noire. Mais après ça, si vous allez sur l'eau salée, vous ne pouvez sortir que par le Bosphore et les Dardanelles, donc les détroits turcs, qui sont régis par la Convention de Montreux. Et ensuite, vous débouchez dans la mer Égée, qui n'est pas une mer des plus faciles à naviguer, et vous arrivez en Méditerranée, qui jusqu'à récemment, je regardais récemment, finalement, le canal de Suez a été ouvert il y a à peu près 150 ans. C'est pas tant que ça. Et donc la seule ouverture, c'était vers Gibraltar. Donc effectivement, vous avez des échanges, mais vous passez d'une mer très fermée à une mer fermée et très contrainte.
Bon, c'est pas les grands espaces qu'on peut rencontrer en Atlantique ou dans le Pacifique ou dans l'océan Indien, où dès que vous sortez du port, vous avez des jours et des jours de mer avant de voir quelque chose. Donc, tout cet aspect-là fait que ça donne un paysage un petit peu complexe, très conflictuel, et en même temps, la nécessité de naviguer. Je vais m'arrêter là sur la présentation générale, et donc on va faire en deux temps. D'une part, mes invités vont présenter leur activité et les liens, au moins pour la partie sétoise, les liens de leur activité avec ce qu'ils ont en mer Noire. Ensuite, je demanderai à Madame la Consul Générale de parler de la partie roumaine et puis de présenter un peu les axes de coopération, puisque c'est le sujet de la table ronde, qu'elle envisage. Et puis on rebondira sur ces propositions pour aller essayer de dégager un peu une idée, une conclusion ou des pistes de réflexion. Alors donc on va passer à la présentation. Ben voilà, vous l'avez. Voilà. Donc Monsieur Malagola. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le port de Sète, l'activité, puis l'activité en particulier avec la mer Noire? Bonjour à tous et à toutes. D'abord, je voudrais saluer l'assistance, puisque c'est la dernière table ronde de la journée. Vous êtes là et je vous vois très attentif. Et je vous en remercie. Saluer aussi Marjorie Cavaillé, vous ne la connaissez pas, mais c'est elle qui a préparé ce diaporama. Et c'est surtout elle qui, pour le port, justement, travaille au continu, tous les jours, avec Escale à Sète, pour que cet événement magnifique soit le plus réussi possible. Je vais donc vous présenter effectivement le port de Sète, un port qui est relativement méconnu de la population régionale et même locale maintenant, qui s'est beaucoup agrandi. Un port qui a trois grandes composantes, hein, le port de commerce, bien sûr, vous le voyez à l'écran, là, en grande partie, le port de pêche, et puis le port de plaisance, qui lui aussi se développe ces derniers temps avec 150 anneaux supplémentaires. Cette table ronde, elle est vraiment intéressante parce que on va parler d'histoire, on va parler de géographie, on va parler d'économie et on va parler d'échange. Un port, c'est vraiment naturellement un lieu d'échange, un lieu d'ouverture sur le monde. Et ici, dans le port de Sète-Frontignan, eh bien, c'est tout à fait le cas, que ce soit pour les plaisanciers, pour les pêcheurs, hein, puisqu'ils vont jusque, notamment au large de l'Égypte, au nord de la Tunisie, etc., pour pêcher. Les plaisanciers, bien sûr, le port de commerce, puisque en dehors de cette mer Méditerranée dont vous venez de parler, nous avons aussi des échanges avec l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud maintenant, l'Afrique, et puis également l'Océanie. Donc ce port existe depuis très longtemps. Il a été fondé en 1666, quelques années avant la création de la ville de Sète. C'était en 1673, avec un ouvrage historique, le Môle Saint-Louis, qui se termine par un phare et qui a été d'ailleurs détruit à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à la fois par les Alliés et par les Allemands quand ils ont quitté, heureusement, la ville en 1944. Mais tout a été reconstruit assez rapidement. Ce port a eu des vocations très différentes au fil du temps. Aujourd'hui, c'est un port tout à fait international. C'est un port donc, dont la propriété est celle de la région Occitanie, qui a créé un établissement public pour le gérer en 2008. On considère qu'il y a environ 2000 emplois qui contribuent à l'activité portuaire en général du port de Sète. Donc, je le disais tout à l'heure, qui comporte trois grandes activités. Le port de commerce, l'essentiel, 80% à peu près de l'activité, et puis les ports de pêche et de plaisance, la pêche étant notamment une activité historique et indispensable. Hier soir, d'ailleurs, à côté d'ici, les fêtes de la Saint-Pierre se préparaient avec les pêcheurs pour célébrer justement la pêche à Sète et puis les pêcheurs disparus en mer. Le port comporte directement son établissement public, qui est sous forme d'un établissement public industriel et commercial, comporte 100 salariés tout juste. Nous créons un peu plus d'emplois chaque année, mais la plupart des emplois sont créés dans les activités du port. Je sais que Loïc Texier est à côté de moi, il vous en parlera tout à l'heure, mais beaucoup d'activités à l'intérieur de l'enceinte portuaire se développent, des grandes entreprises, des entreprises moyennes, des entreprises de services. Et c'est notre grande fierté, c'est de créer de l'emploi. 2000 emplois directs, je le disais, pour à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires généré et 100% de croissance sur les 10 dernières années. En croissance, on est aujourd'hui le deuxième port français par sa croissance. Et en tonnage, parce que c'est souvent comme ça qu'on classe les ports de commerce, nous sommes maintenant le 8e port français. Quant aux investissements, ils sont partagés entre le public et le privé. C'est un bel exemple de partenariat public-privé avec environ 600 millions
d'euros d'investissement cumulé depuis la création du port. Alors, il y a des actions qui sont plus emblématiques pour un port. Celles concernant la transition énergétique nous tiennent vraiment à cœur. Et alors j'ai un scoop, c'est qu'il y a une demi-heure, nous venons de réussir les premiers essais d'électrification d'un navire à quai. Ça faisait plusieurs mois qu'on faisait ces essais, on avait 6 ans d'avance sur la réglementation européenne. Depuis quelques mois, on butait sur le problème, vous savez, de fréquence, entre la fréquence à l'intérieur des navires et la fréquence du réseau de distribution publique en France, qui est de 50 Hz, sur les navires c'est 60, et on vient de le réussir. Ça doit être un bon signe pour Escala 7, ça je prends un bon présage, Wolfgang. Voilà, donc électrification des quais, on a électrifié 3 quais, on a mis 4 bornes, et bientôt, sur le quai qui est juste à votre droite et à ma gauche, on va électrifier, d'ici 2-3 ans, le quai dédié plus spécifiquement à la croisière, et qui accueille pour ce quai qui devient un quai d'honneur, la manifestation Escala 7 qui nous réunit aujourd'hui. Le raccordement ferroviaire, c'est une autre de nos grandes fiertés. Je vais essayer de ne pas être trop long, parce qu'on pourrait parler longtemps de ce port. Mais on va maintenant pouvoir mettre directement des wagons des remorques sur des wagons, sans passer par des grues qu'on appelle des Richteker, et en passant directement sur le wagon avec des wagons pivotants fabriqués en France, en Alsace. Les travaux sont en cours, ce sera fini d'ici la fin de l'année. On suit bien sûr la qualité de l'air avec des associations indépendantes comme Atmo, notamment les principaux polluants qu'on trouve dans la combustion des carburants, que sont l'azote et le soufre. On produit 3 fois plus d'électricité qu'on en consomme dans le port. Et puis on accompagne des projets d'innovation comme du solaire flottant, de l'éolien flottant demain avec une éolienne expérimentale, avec le recyclage de l'eau, tout ça en liaison assez souvent avec l'Université de Montpellier. Mais bien sûr, si vous avez des questions sur tous ces sujets, je serai très heureux de pouvoir y répondre. Et puis il y a autre chose, on s'intéresse de près à la biodiversité, à notre environnement. Ce matin, je le disais en ouverture, concilier économie, développement de l'emploi, création d'activités et environnement écologie, c'est un dilemme, un challenge que nous avons chaque jour dans un port, qui est aussi une activité industrielle. Donc pour ça, nous participons à des journées du patrimoine, puisque je sais que demain, vous avez les journées sur la culture. Eh bien, nous, chaque année, depuis 2 ans, nous participons aux Journées du patrimoine en septembre pour que la population puisse découvrir ou redécouvrir son port et puisse comprendre les activités qu'on y mène, notamment autour de la protection des systèmes marins et littoraux. Par exemple, on cite 7e Continent, c'est une association basée tout près d'ici, dans le port de Plaisance, et qui surveille la pollution plastique dans les océans. Et De l'Os qu'on passe, en revanche, utilise des plongeurs pour essayer de repérer les espèces remarquables. On a trouvé beaucoup d'hippocampes dans notre port. Voilà ce que font ces associations. L'interface ville-port, ça nous préoccupe beaucoup, et je sais que la ville est présente aujourd'hui, ainsi que l'ancien président du port, d'ailleurs, Marc Chevalier. Donc ici, vous êtes au cœur de l'interface entre la ville et le port. Cette gare maritime, qui sert en particulier pour les croisières, qui est assez ancienne, et dont on devrait lancer un projet de rénovation, ainsi que son environnement. C'est le cas également pour notre 2e grande gare maritime, qui sert plutôt pour les ferries. Eh bien, nous faisons en sorte que la population et le port vivent en bonne intelligence, parce que nous le savons, il y a des activités industrielles, mais il y a des activités de pêche. Ici, beaucoup de ces toits, bien sûr, ont des membres de leur famille qui travaillent dans la pêche ou dans le port. C'est vrai aussi pour la plaisance. Donc on accueille ici même des manifestations, les fêtes de la Saint-Pierre, la Saint-Louis, Escala 7, vous le savez bien, patrimoine à l'escale aujourd'hui, et ces journées port ouvert dont je vous parlais à l'instant, ainsi aussi que des manifestations culturelles avec des artistes locaux. On a fait une exposition avec Mercross dans ce bâtiment, des décors de films et de séries, et ça, vous le savez, il y a beaucoup de films et de séries, bien sûr. Demain nous appartient. Je crois que Balle perdue sort ces jours-ci, ça a été tourné en grande partie à Sète, avec une cascade assez spectaculaire près du Théâtre de la Mer. Et puis des manifestations nautiques. On n'est pas un grand port de course au large, mais on a quand même participé à la Medmax l'an dernier et l'Occitanien Cup, qui était une manifestation plus ancienne. Venons-en un peu à la mer Noire, ou vous voulez qu'on continue peut-être Non, c'est très bien. On continue. Donc nos échanges maritimes via le détroit du Bosphore dont vous venez de parler, on a 2 types d'échanges avec la mer Noire, donc essentiellement avec la Roumanie, mais aussi avec l'Ukraine, et puis également, mais au sud du détroit, avec la Turquie, bien sûr, qui est une de nos principales destinations en commerce.
Donc on a des échanges avec deux types d'importations, notamment de Roumanie et du port de Constanța. Ce sont des vracs solides et des tourteaux qui servent à la fois à l'alimentation animale, mais aussi à la production de biocarburants. Aujourd'hui pour le diesel, demain pour l'aéronautique, et après-demain, si les investissements suivent, pour le maritime, bien sûr. Donc notre port le permet, puisqu'on a un port multimodal, on a le maritime, le ferroviaire, on a le canal du Rhône à 7 qui permet d'accéder à la vallée du Rhône, à Lyon, Dijon, et puis on a bien sûr la route aussi avec l'autoroute A9 qui est tout près. Donc on a des terminaux très adaptés à notre activité, l'agroalimentaire, le vrac, la logistique. On est un port extrêmement polyvalent, on est fiers de ça, et aussi multimodal. Voilà, ce sont des grands atouts du port de Sète. Et sa main-d'œuvre, bien sûr, ses salariés, ses agents, les services portuaires, il y en a beaucoup autour de ce bâtiment, avec un savoir-faire et une qualité de travail qui est reconnue en France et autour de la Méditerranée. Les véhicules neufs, je vais passer un peu plus rapidement, donc sont essentiellement en provenance de Roumanie des Dacia, puisque le groupe Renault Dacia produit beaucoup de véhicules en Roumanie. Donc on joue un rôle effectivement stratégique pour importer ces véhicules sur notre territoire, mais également en Europe du Nord, dans le Benelux, à partir du port de Constanța. C'est dans une logique européenne, bien sûr, je le disais, avec la multimodalité. De plus en plus de véhicules maintenant transitent, non plus par des camions, mais sur le train. Il y en avait encore ce matin quand je suis arrivé au port. J'ai vu beaucoup de véhicules sur des trains qui partent en général la nuit et qui remontent soit en région parisienne, soit au Benelux, soit dans le nord de la France. Et puis ces navires sont transportés sur des navires rouliers. Et nous avons 7 postes qu'on appelle RoRo, de rouliers sur le port de Sète qui sont acheminés, comme je le disais, dans toute l'Europe. Et on a 2 grands opérateurs portuels pour les véhicules qui sont la CAT et le groupe Charles-André qui s'est installé il y a moins de 2 ans dans notre port. L'importation de graines et de vracs alimentaires, donc en provenance de Roumanie, sont essentiellement des tourteaux de soja. On importe aussi des céréales venant d'Ukraine. Et donc, grâce à cette connexion privilégiée avec le port de Constanța, Madame la Consul, eh bien, on accueille régulièrement des cargaisons destinées à l'alimentation animale notamment et à la production aussi de biocarburants. Donc nous sommes une des portes d'entrée des graines roumaines sur le marché européen. Et l'opérateur ici est Cepol du groupe Avril, qui est un des principaux groupes alimentaires français. Et j'en ai terminé pour ce diaporama. Je vous remercie. Ce qui est intéressant, moi j'étais venu à Sète avec l'aviso commandant Biro en 2003. Le commandant Biro revient à la fin de la semaine ici pour sa dernière escale avant son désarmement. J'avais rencontré Viviane Navarro d'ailleurs, puisque j'ai vu que vous aviez des résidences d'artistes. On continue à s'écrire. Je dis je viens à 7, elle m'a dit oh, je suis pas là. Bon, mais ce que je note, c'est justement le développement de l'intermodalité, c'est-à-dire la capacité à s'ouvrir vers l'extérieur, parce qu'un des problèmes des ports, c'est pas le tout de mettre des bateaux le long d'un quai. Il faut que les marchandises puissent sortir. Peut-être qu'on reviendra après en fonction des besoins sur les capacités d'augmentation de cette capacité d'intermodalité. Mais en attendant, je demande à M. Texier qui me parle un petit peu de son métier et des relations avec la Roumanie et la mer Noire. Bonjour à tous, donc je représente le groupe Sea Invest. C'est un groupe de manutention portuaire qui est basé en Belgique, la maison mère, mais nous sommes localisés dans 7 pays et dans 23 ports. Donc notre métier, c'est décharger ou charger des navires, mettre dans des magasins et après effectuer donc la redistribution chez les clients finaux. Sur 7, nous opérons les vracs agroalimentaires qu'a montré donc le président. Donc nous recevons régulièrement des tourteaux de Roumanie. C'est un flux que nous avons lancé, nos clients ont lancé, parce que nous ne sommes qu'intermédiaires portuaires, il y a une petite dizaine d'années. Et actuellement, on opère à peu près 80 000 tonnes donc, de tourteaux, de colza et de tournesol qui viennent donc de Roumanie. C'est un flux qui est parti de zéro et qui se développe.
Et donc on espère aussi donc les prévisions pour cette année seront aussi à peu près de 80 000 tonnes, voire peut-être un peu plus, quoi. Voilà. Ce tourteau donc sert, comme l'a dit le président, pour l'alimentation animale. Donc c'est un ingrédient pour tout ce qui est vos croquettes pour les chats, pour les chiens, pour l'alimentation animale qui sert après l'alimentation humaine. Donc ça a différentes utilisations. Votre tourteau roumain remonte par barge justement jusqu'à Chalon-sur-Saône, où nous avons un magasin déporté, et de là donc permet d'alimenter toute la région Bourgogne et la région est de la France. Donc la partie filiale est importante pour nous. Il y a à peu près 50 000 tonnes de tourteaux de différentes qualités qui remontent par la voie fluviale et que nous avons initié il y a une vingtaine d'années en coopération avec le port de Chalon. Voilà un petit peu pour rapidement quelques fluides qui concernent CNVest et les relations avec la Roumanie. Très bien. Est-ce que CNVest est présent en Roumanie? Non, nous sommes présents aux Pays-Bas, en Belgique, bien sûr en France. Nous sommes présents en Côte d'Ivoire, au Sénégal et en Afrique du Sud. Voilà, c'est plutôt cet axe-là dans lequel nous sommes présents. Mais de la partie, en fait, le Toulon est notre dernier port français, si on peut dire ainsi. Au-delà, nous ne sommes pas installés. Après, nous avons des coopérations avec d'autres groupes européens où on échange, mais physiquement, nous ne sommes pas installés dans tous ces autres pays. Et pour vous, donc vous dites que c'est une activité assez récente. L'intérêt du port de Sète pour ce trafic avec la Roumanie par rapport aux autres ports, pourquoi c'est pas à Marseille ou... Parce qu'il faut des magasins qui sont spécialisés pour cela. Il faut des bandes transporteuses. Le port, lorsque vous voyez donc le pôle agro-industriel, donc le port a investi dans les années 98-2000 dans ces eaux-là, a investi dans des bandes transporteuses qui vous permettent donc de décharger rapidement les navires et des grosses capacités et les mettre dans des magasins qui sont dédiés pour cela. Le port de Marseille n'a pas des magasins dédiés pour ce type de marchandises-là. Vous êtes sous la réglementation donc des ICPE, donc sous l'ADRIAL, donc vous avez donc des critères très particuliers pour pouvoir stocker ces produits-là. Très bien. Donc c'est un choix délibéré d'être en capacité d'accueillir ce type de marchandises. Oui, en fait, le groupe est installé sur Sète depuis à peu près une quarantaine d'années, faisait donc différentes opérations de marchandises diverses. Et suite après la demande de certains clients, donc le groupe a investi dans des magasins dédiés pour l'alimentation animale et pour recevoir donc ces produits qui sont très particuliers. Comme port similaire, vous avez le port de Bordeaux qui reçoit des produits agroalimentaires. Vous avez après le port de Montoire, qui est le gros spécialiste de toute la partie agroalimentaire pour toute la Bretagne, Lorient et Brest. Donc tous les ports ne sont pas équipés avec ce type de marchandises. Et nous, parce que nos clients, nous avons 28 clients fabricants d'aliments du bétail qui sont installés sur la vallée du Rhône, qui sont installés jusqu'à Châlons et un petit peu au-dessus, qui sont aussi jusqu'à la frontière suisse. Donc dans cet hinterland, le port de Sète est le plus adéquat pour pouvoir les livrer en temps et en heure. Très bien, je vous remercie pour ces explications très claires. Je me tourne vers vous maintenant, Madame la Consul Générale, pour que vous nous parliez un petit peu de l'autre bout de la chaîne, donc du côté de la Roumanie, du port de Constanța, et donc la place de la Roumanie en mer Noire, et puis tous ces aspects maritimes et commerciaux. Merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie pour l'invitation d'être présente ici aussi à la direction de Escale 7. C'est un plaisir pour nous d'être présents. Comme pour ceux qui ont été à la conférence de presse, j'ai évoqué le fait qu'il y a en 2022, on a eu le voilier Mircea qui était présent ici. Et nous, le consulat, avec l'ambassade, on accompagne depuis quelques années cette belle aventure Escale 7 et on aimerait continuer. Je vous remercie également à vous, à l'audience, parce que vous avez la patience de rester jusqu'à la fin, parce que je sais que c'était une longue journée, mais on essaye d'être très court. Et je remercie également à mes interlocuteurs, parce que ce sont des informations qui sont très utiles pour moi et qui peuvent donner des pistes pour de nouvelles collaborations, pour des développements de ce qui existe déjà.
Donc, en ce qui concerne le port de Constanța, la mer Noire et tous les enjeux, tout d'abord, pour moi, c'est une question aussi personnelle parce que j'ai vécu au bord de la mer, je suis née au bord de la mer, je connais toutes les problématiques et je suis très attachée, comme vous, ceux qui vous êtes de côté de la Méditerranée, à toute cette problématique. Je suis en poste depuis 1 an et demi et depuis que je suis arrivée, je me suis impliquée personnellement. Également dans cette question, j'ai organisé plusieurs visites de port de Constanța dans la région, dans le port de Marseille. J'espère également pouvoir continuer ici à Sète. Mais avant de commencer, je vous demande la permission de vous donner quelques informations sur la Roumanie et sur sa position à la mer Noire et bien sûr la relation avec la France parce que je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas tellement connues et qui sont peut-être importantes pour les potentiels investisseurs et les partenaires qui souhaitent venir en Roumanie. Donc, notre position, dans la position géographique et géopolitique de la Roumanie à la mer Noire, et également son rôle de porte orientale à la mer Noire incombe une responsabilité particulière à notre pays, une responsabilité en ce qui concerne la coopération internationale, mais aussi la coopération régionale avec tous les partenaires qui sont au bord de la mer Noire, nos voisins. Et aussi avec un accent particulier pour la solidarité, l'environnement, la solidarité sociale, l'environnement. Et bien sûr, on est intéressé de toutes les opportunités économiques. Donc, comme vous savez, la Roumanie est membre de l'Union européenne depuis 2007 et depuis, donc la Roumanie présente dans l'Union européenne beaucoup d'atouts parce qu'on est d'atouts qui peuvent être intéressants pour les acteurs économiques. En termes de taille, nous occupons la 8e place dans l'Union européenne et du point de vue de la population, le 6e place. On est toujours comparé avec nos voisins, par exemple avec la Bulgarie, mais on est un grand pays. Et c'est pas toujours visible. On est toujours comparé avec des petits pays, avec une économie qui est en plein développement dans les dernières années. Avec la France pour la Roumanie a été toujours traditionnellement un partenaire stratégique, un partenaire privilégié de la Roumanie au niveau européen, au niveau bien sûr euro-atlantique. Nous avons un partenariat stratégique, mais aussi au niveau économique, parce que la France est présente en Roumanie et vous devrez savoir que 38 des compagnies françaises qui sont cotées à la bourse française sont présentes en Roumanie. On a, vous avez évoqué l'entreprise Dacia Renault, une grande, disons, coopération franco-roumaine. On a aussi une filiale de Airbus Hélicoptères aussi en Roumanie. Donc, on a la plupart des grandes banques françaises qui sont présentes en Roumanie et puis le commerce, toutes les compagnies que vous avez ici sont présentes en Roumanie. Donc, on a une belle coopération. La relation économique et stratégique, juste pour vous dire que la France est le 4e client de la Roumanie et le 3e investisseur dans notre pays. Et pour revenir à la mer Noire, la Roumanie possède un tiers du Danube. Donc la rivière qui coule directement dans la mer Noire et constitue, comme je l'ai évoqué, le plus grand porte d'entrée vers la mer Noire. Donc la plus grande porte d'entrée vers la mer Noire. La ville de Constanța, juste pour avoir une idée, c'est la 2e, la plus grande ville de Roumanie après Bucarest. Avec plus de 600 000 personnes qui habitent là-bas, avec une économie prospère, avec un grand port, le port de Constanța, qui est un port maritime, mais aussi un port fluvial, grâce au Danube. Et elle dessert l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, donc tous les pays de cette région qui n'ont pas une ouverture à la mer. Et au-delà de ces éléments, je trouve qu'il y a une information que j'ai retrouvée donc, en parlant avec les spécialistes qui peuvent être intéressants pour ceux qui veulent investir dans le port de Constanța ou s'installer dans le port de Constanța. Donc, c'est un port qui offre
un avantage concurrentiel par rapport au plus grand port européen qui est Rotterdam de 6 jours pour les marchandises qui viennent de la Chine. Donc, pour ceux qui veulent investir, la Roumanie offre cet avantage par cette route directe. Vous gagnez 6 jours de marche, donc je trouve que c'est important. Et au niveau des données, le port de Constanța est le plus grand port de la mer Noire. Il s'étend sur une superficie de 3926 hectares avec une capacité annuelle d'exploitation d'environ 100 millions de tonnes. 700 entités mènent des activités quotidiennement dans le port de Constanța, dont 39 ce sont des opérateurs privés. Environ 20 millions de tonnes de céréales transitent chaque année grâce à la connexion avec le fleuve Danube. Et bien sûr, c'est l'option maritime la plus fiable pour le transport des véhicules produits en Roumanie. Et il s'agit bien sûr des usines Renault, Dacia, mais aussi Ford, qui ont aussi des filiales en Roumanie. La Roumanie, le port peut être utilisé aussi par sa position. Nous, on pense qu'il va devenir un hub utilisé pour la reconstruction de l'Ukraine, notamment qu'on a beaucoup investi dernièrement dans ces installations. Et quand on parle de la solidarité, qui est une des thématiques, vous le savez peut-être que la Roumanie, par le port de Constanța, s'est beaucoup investi pour assurer que les céréales de Roumanie, mais aussi des pays voisins, d'Hongrie, de Serbie, passent et peuvent sortir, et aussi d'Ukraine, peuvent sortir et prévenir une crise alimentaire mondiale. Donc, c'était un geste de solidarité de la Roumanie, bien sûr, avec le soutien de l'Union européenne et avec le partenariat de tous les pays européens. La solidarité, donc, comme je vous ai dit, c'était cet exemple, l'initiative de l'Union européenne, chaîne de solidarité suite au blocage des portes ukrainiennes. Avec l'aide de l'Union européenne et de nos partenaires, on a construit des corridors de transport routier et ferroviaire qui ont été créés pour aider. Des procédures douanières simplifiées et des ressources logistiques supplémentaires ont été mobilisées. Donc actuellement, le port de Constanța, je dis Constanța, je sais que vous dites Constanta, mais nous avons un T dans notre langue qui est un T avec un C, donc on l'appelle T. Mais ça vient de Constantin, donc Constanța, c'est une ville historique comme Marseille qui a plus de 2000 ans, avec la même diversité des minorités, la même diversité culturelle, et j'en suis fière. Et donc, le port de Constanța a bénéficié de toute cette aide pour se moderniser et actuellement, il est pratiquement un chantier un plan de développement. Et quand j'ai organisé cette visite de port de Constanța dans la région, on a accompagné cette visite des opérateurs économiques qui sont présents dans le port de Constanța pour entrer en contact direct avec les opérateurs qui sont là et pour trouver des complémentarités parce que nous, les diplomates, on fait le lien, mais on n'est pas spécialistes et on laisse les spécialistes se parler entre eux et trouver des liens. Les liens entre la Roumanie et les pays de la mer Méditerranée se sont renforcés ces dernières années. Comme je vous ai dit, un exemple, c'est aussi cette coopération avec le port de Constanța avec certains ports de France. Ces ports, bien qu'étant situés à des mers différentes, partagent des intérêts communs. Et on est tous intéressés d'augmenter des connexions commerciales, les transports de céréales, produits pétroliers. Donc, ce sont tous ces domaines d'intérêt et aussi la gestion portuaire qui est également d'intérêt pour tout le monde. Au niveau institutionnel, comme je l'ai évoqué, donc notre consulat est en contact direct et permanent avec les autorités locales et les autorités portuaires pour essayer de trouver des partenariats entre les communautés portuaires.
D'ailleurs, ma participation ici aujourd'hui témoigne de cet engagement à identifier des complémentarités, des solidarités entre la mer Noire et le golfe de Lion, donc la région. Nous souhaitons approfondir le dialogue des bonnes pratiques, mais par exemple, ce que je vous ai raconté, la façon dont le port de Constanța a géré le flux supplémentaire de marchandises en situation de crise, je pense que pourrait être aussi utile comme leçon pour, je ne sais pas, les ports méditerranéens, ainsi que identifier des besoins de coopération. Quels sont les domaines d'intérêt chez nous, par exemple, investissement dans la numérisation, protection dans l'environnement marin. Et ici, bien sûr, comme vous l'avez tout à l'heure évoqué, monsieur le directeur, on est aussi intéressé de préserver l'environnement et donc d'avoir des nouvelles technologies, d'avoir aussi des formations adaptées pour ceux qui vont les utiliser. Donc, avoir une gestion numérique des ports dans l'esprit de la protection de l'environnement. Pour ceux qui sont intéressés aussi, je peux vous donner vous dire juste quelques mots sur la coopération régionale, parce qu'on a, on a un intérêt pour la coopération internationale, mais on a cette dimension coopération avec les pays, avec ceux qui sont autour de la mer Noire. Donc au niveau régional, la Roumanie est membre de plusieurs organisations qui gèrent, disons, le dialogue et les partenariats à la mer Noire. Il s'agit tout d'abord de l'Organisation de coopération économique de la mer Noire, OSEM, vous savez, donc même le secrétaire général, c'est un ancien ministre roumain des Affaires étrangères. C'est une organisation qui regroupe 12 pays de la région et qui soutient le développement de réseaux de transport intégrés, l'échange des bonnes pratiques portuaires et l'harmonisation des normes de sécurité et d'environnement. Aussi, le port de Constanța participe à l'association des ports de la mer Noire, BSPF, donc Black Sea Port Federation, aux côtés des ports de Bulgarie, de Géorgie, de Turquie, d'Ukraine et de Russie, ayant des réunions périodiques pour discuter des sujets tels que la facilitation du commerce, la protection contre la pollution et la sécurité marine qui devient très important dans le contexte actuel, notamment les risques de cybersécurité ou menaces des mines marines dans le contexte de conflit ukrainien. En outre, la Roumanie collabore avec l'Ukraine et la Bulgarie dans le cadre des projets transfrontaliers par l'Union européenne visant le développement durable dans les zones côtières. Ainsi de suite. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'initiatives dans la région. Il y a aussi des partenariats pour la sécurité et bien sûr, ici, l'OTAN a un rôle important. La Roumanie étant membre de l'OTAN, il y a plusieurs initiatives et exercices qui se passent dans la mer Noire. Au niveau civil, la Roumanie fait partie des accords de recherche et sauvetage en mer. Et on met aussi un accent important sur la diplomatie navale. On a inventé ce terme de diplomatie navale. On considère que notre voilier qui chaque année voyage dans les ports et qui fait la promotion de tous ces gens de mer et de tous les métiers. Donc pour nous, c'est une diplomatie parce qu'ils font la promotion d'une activité, mais aussi la promotion d'un pays qui a une tradition dans ce domaine. Mais on a aussi une fête et je vous invite, si vous voulez bien, de venir en Roumanie le 15 août. Chaque année, c'est la fête de la marine nationale, une grande fête, presque comme la fête nationale. Donc pendant une journée, dès matin jusqu'au soir à Constanța, il y a des activités, des ateliers. Le port ouvre ses ports. On peut visiter, monter même sur les sous-marins. On peut faire, disons, c'est le moyen, c'est une manière de lier les communautés à l'activité qui se passe à côté d'eux et de les faire participer et de gérer un peu la fierté de ce domaine.
Et je ne parle plus parce qu'après, ça va être long. On a aussi une université de la marine à Constanța, une académie militaire, des lycées de la marine, un musée de la marine. Donc, on a une vraie culture. Et tout ça existe aussi dans le delta du Danube, où il y a aussi un port avec toute sa diversité de delta. Donc moi, qu'il me reste à la fin, si j'ai réussi à vous intéresser un peu, ça me fait plaisir, vous inviter en Roumanie, jeter un œil sur ce qui se passe là-bas, parce qu'on a des magnifiques plages, à propos de ce que disaient nos amis tout à l'heure. On a des magnifiques plages, on a des stations touristiques, on a des gens très accueillants, mais après la chute du communisme, on était très préoccupés pour entrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN, et on n'a pas fait beaucoup de promotion. Et on n'est pas très connu. Donc, on espère que grâce à vous, petit à petit, notre région serait très connue. En tout cas, on a des touristes. Mais d'habitude, ce sont les représentants de la communauté qui amènent leurs amis là-bas pour découvrir toutes ces régions. Je reste à votre disposition pour les questions parce que la problématique est assez vaste et je sais que la patience n'est pas très... À cette heure-ci, c'est compliqué. Bon, on a encore un peu de temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé très complet. Et effectivement, je vais me tourner vers la partie sétoise. Donc, en matière de coopération, donc, il y a la proposition de faire venir les autorités de Constanța pour visiter, et commencer un dialogue probablement. Et donc aussi ouvrir des partenariats. J'avais noté des discussions sur les bonnes pratiques, sur la numérisation, sur le lien, la numérisation avec la protection de l'environnement. Donc là, il y a des choses que vous faites déjà, probablement. Et voilà, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous seriez ouvert à ce type de rencontre? Oui, naturellement. Hein. Effectivement, on a préparé cette table ronde avec la consul générale de Roumanie juste avant, et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'échanges à faire avec le port de Constanța en Roumanie. On a déjà des échanges, des liaisons maritimes, bien entendu, on l'a vu avec des véhicules Dacia, des véhicules Ford, des céréales. Mais ce que vous disiez en matière de numérisation, de développement numérique d'un port, etc., si aujourd'hui, nous, on estime être assez avancé en matière de transition énergétique, écologique, de suivi de beaucoup de caractéristiques écologiques sur la partie numérisation, on a peut-être des choses à voir ensemble, et peut-être que l'exemple du port de Constanța pourrait nous inspirer. Donc oui, on est tout à fait partant. Et d'ailleurs, c'est amusant dans un port, parce que vous devez avoir des relations locales fortes pour pas que les villes, puisque nous sommes sur les villes de Sète et de Frontignan, que les villes tournent le dos à leur port et que les populations locales acceptent leur port et ses activités industrielles, bien entendu. Et en même temps, vous avez des échanges internationaux. Là, on parle bien sûr de la Roumanie, mais on a aussi des liaisons maritimes avec Nouakchott, avec le Brésil, avec le Canada, l'Australie, etc. Donc un port, c'est tout cela. Et c'est naturellement tourné vers la culture, l'échange et les bonnes pratiques qu'on peut trouver ailleurs. Alors bien sûr qu'il y a des endroits où on estime être un petit peu en avance, pas toujours autant qu'on le voudrait. On a bien sûr des moyens limités. Vous avez vu, le port de Sète, c'est 100 personnes, même s'il y a 2000 personnes qui travaillent dans le port. Mais on estime que de toute façon, par l'échange, on va progresser dans beaucoup de domaines. L'environnement est un problème, une question majeure aujourd'hui pour les ports. Ce sont des activités industrielles proches des populations et il faut justement qu'elles soient acceptées par les populations. Même si beaucoup d'entre elles y travaillent, ça ne suffit pas. Il faut qu'un port soit vraiment bien intégré. Je pense que les problèmes de Constanța sont les mêmes que les nôtres là-dessus, dans des endroits qui sont souvent très beaux, hein, au bord de la mer, que ce soit la mer Noire ou la Méditerranée. Donc on doit travailler là-dessus, oui. Oui, Monsieur Texier, oui, je vais vous poser la question d'un point de vue industriel. C'est-à-dire que visiblement, il y a un gros développement du côté de Constanța. Il y a probablement des choses à faire et tout. Donc, vous, si une délégation de Constanța vient ici visiter le port de Sète, vous le recevrez volontiers? Bien sûr, sans aucun problème. On participera pour leur montrer ce qu'on sait faire. Alors, nous, notre position est un peu particulière parce que nous sommes prestataires de services. Nous ne sommes pas un industriel, nous ne sommes pas propriétaires des marchandises que nous transitons dans nos magasins.
Nous avons nos clients qui commercialisent ces produits, sont aussi installés aussi en Roumanie. Ils ont aussi des usines là-bas. Donc c'est pour ça qu'il y a des relations déjà qui sont existantes entre nos pays par rapport à ces flux-là, quoi. Voilà. Nous sommes un petit maillon de cette chaîne-là. Mais avec grand plaisir pour recevoir nos amis roumains et montrer de manière il faut échanger dans la vie. On n'a pas inventé l'eau chaude, hein. C'est en discutant avec droite et de gauche qu'on améliore nos pratiques. C'est toujours intéressant de discuter avec son voisin et de voir ce qu'il fait. Et ça, c'est comme ça qu'on progresse, quoi. Très bien, je vous remercie. Il aurait été intéressant d'avoir un représentant de la région, parce que j'ai bien vu qu'avec tous les sujets que vous avez, il y a des relations qui sont autres que des relations techniques portuaires, mais des projets de développement. C'est-à-dire que les échanges commerciaux entre une région comme ici l'Occitanie et la Roumanie, c'est aussi un sujet. Donc, je crois qu'il y avait ce midi la représentante ou la chargée de relations internationales du préfet de région. Vous avez déjà établi des liens, vous avez des projets qui sont en cours sur ces sujets-là, avec la région spécifiquement, qui pourrait utiliser l'accès du port de Sète? Pour le port de Sète, non. C'est maintenant qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est parlé, c'est vrai. Mais avec la région d'Occitanie, avec le préfet, bien sûr, quand je l'ai rencontré, on a eu un dialogue, des échanges assez riches, et cette question a été aussi évoquée. Donc, mais moi, je pense que comme on l'a évoqué même avant dans des réunions, il y a des discussions et des accords qui se font au plus haut niveau, mais je pense que les choses, pour les faire marcher, il faut parler directement avec les ports, avec les gens qui sont là. Et moi, je dis toujours, ça va vous sembler un peu étrange, mais je dis toujours que je suis pour une diplomatie décomplexée. Ça veut dire qu'on laisse un peu tous les protocoles, un peu plus, voilà, pour se parler directement aux gens et voir, c'est plutôt une vision humaniste, voir quels sont les besoins, là où on peut trouver des similitudes. Et bien sûr, on a et on a eu toujours tout le soutien des autorités. On a déjà une feuille de route, ce partenariat dont j'ai parlé, stratégique. Il y a une feuille de route très claire, et ce domaine est spécifié clairement comme domaine de coopération. Donc, on a le cadre. Il ne reste que dialoguer entre nous, tous les acteurs impliqués. Très bien. Je voudrais revenir un petit peu aussi sur ce que vous avez dit sur la sécurité et la sécurité maritime, l'insécurité maritime qu'il y a en mer Noire, notamment vis-à-vis des mines. Bon, le fait que vous apparteniez à l'OTAN, va évidemment, une fois que la situation sera un petit peu calmée, il y aura très certainement une force de guerre des mines de l'OTAN qui viendra dégager les eaux. J'ai commis un papier sur justement le conflit maritime entre la Russie et l'Ukraine, et le chemin que vous avez décrit, c'est-à-dire le contournement par la terre pour permettre l'accès au port de Constanța, et ensuite une navigation à l'intérieur des eaux territoriales roumaines et bulgares, de manière à ce que les navires de commerce qui transportent le grain ukrainien soient abrités par les eaux territoriales des pays de l'OTAN, pour pas qu'il y ait d'agression dans ces zones-là. Donc ça sera un sujet. Au point de vue de la cybersécurité, ça fait aussi partie de vos préoccupations? Oui, on a fait un gros effort depuis 2-3 ans sur les sujets cybersécurité, sûreté portuaire, lutte contre les différents trafics, etc. On considère que notre port a des destinations dites sensibles d'un point de vue de l'État français. Donc aujourd'hui, on a fait beaucoup d'efforts. On a recruté une personne qui est spécifiquement chargée de la sûreté portuaire et qui a travaillé dans les forces de l'ordre françaises, notamment dans les grands ports, y compris en Guyane, par exemple. C'est devenu un sujet. Ça fait partie de l'acceptabilité d'un port. Ça fait aussi partie, j'allais dire, de l'accueil dans notre pays, de l'accueil sur le territoire français. Ça se fait par voie maritime dans les ports. Donc évidemment, on a des points de sortie, mais on a aussi des points d'entrée. On a accueilli l'an dernier, par exemple, des exercices maritimes de grande ampleur. Ça s'appelait Orion. Peut-être y avez-vous participé.
Donc ce sont des exercices interarmes et interarmées, et notre port le permet puisqu'il est agréé défense. Et la cybersécurité, c'est un vrai sujet, parce qu'on l'a bien vu, on peut bloquer des collectivités. Tout près d'ici, la mairie de Frontignan, sur lequel une partie du port est installée, eh bien, a subi des blocages, mais aussi des hôpitaux, des cliniques, on l'a vu. Et ça, pour un port, ce serait aussi terrible d'avoir un problème de cybersécurité. Bien sûr, vous pouvez bloquer les navires, provoquer des accidents, donc on est attentif à ça. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, loin de là, on en a conscience. Mais en tout cas, on a pris conscience, on s'équipe, et maintenant, il y a des vigilances. Par exemple, tous les salariés du port, régulièrement en ce moment, reçoivent des faux mails pour voir s'ils y répondent correctement, ils le détruisent, ils le signalent, ou si au contraire, il y a une tentative d'hameçonnage ou des choses comme ça. Moi y compris, j'en ai reçu un hier. Voilà. Monsieur Texier, la cybersécurité, c'est un sujet, oui. Oui, c'est important. Tous les terminaux sont super connectés, tout ce qui est système informatique. Donc, vous pouvez bloquer. Notre société a déjà subi des attaques très importantes. Certains terminaux en Europe ont été bloqués pendant 24-48 heures. Vu le prix de certaines marchandises, vu les politiques de juste à temps de certains industriels, ça peut être catastrophique et ça peut remettre en cause beaucoup de modèles. Donc c'est un sujet, à notre entreprise, on est vigilant. Le port aussi, parce que la sécurité aussi des biens aussi, il faut être aussi vigilant là-dessus. C'est aussi des critères pour certains industriels. Quand ils viennent, vous avez des marchandises qui coûtent plusieurs millions d'euros. Comment c'est sécurisé? On ne rentre pas comme on veut sur le port. Et ça, c'est un paramètre très important. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ce sujet qui n'a pas fini d'être traité? C'est bon? On a été complet? On a été complet. Alors, je vais vous raconter ma petite histoire sur le passage du Bosphore. J'étais en escale, alors pas en Roumanie, mais en Bulgarie. Et donc, je vais repasser avec la visio, le commandant Biro, donc vous allez voir. Et on devait repasser les détroits. Et au moment de se présenter devant le Bosphore, donc dans la mer Noire, brouillard, à couper au couteau, les détroits fermés, navigation complètement interdite. Et comme on a un navire de guerre appartenant à l'OTAN, au bout d'un moment, j'avais un peu insisté, puis ça, j'avais l'ambassadeur de France en Bulgarie à bord et qui devait repartir, donc on a un peu insisté. Et du coup, ils ont ouvert le détroit, le Bosphore, juste pour le bateau. Et c'était quelque chose de tout à fait magique de naviguer dans la brume avec le soleil dans le dos. Je ne sais pas, pour ceux qui sont déjà allés, c'est quand même un endroit tout à fait extraordinaire. Et là, il n'y avait pas un bateau. C'était complètement désert, ce qui n'arrive jamais. C'était complètement désert. Et au fur et à mesure que j'avançais, la brume se levait. Et le brouillard s'est complètement déchiré au moment où on arrivait devant la Corne d'Or avec le soleil qui éclairait toutes les mosquées et tout cet endroit-là. Donc ça, vous voyez, c'est les joies du marin, des choses tout à fait extraordinaires et uniques. Et que l'on profite. Et donc, effectivement, aller dans des ports, visiter des ports, rencontrer les gens, c'est une fonction naturelle du marin, mais c'est aussi une activité économique. Pour ceux qui l'ignoraient, mais je pense que tout le monde le sait ici, 90% des marchandises dans le monde sont transportées par navire. Donc voilà, si vous voulez vivre, il faut des bateaux. Et si vous voulez des bateaux, il faut des marins. C'était la table ronde d'avant. Il faut des marins bien formés. Donc c'est un enjeu considérable, la mer. Il me reste à vous remercier, Madame la Consul Générale. C'était un honneur. Messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté de prendre sur votre temps pour participer à cette table ronde. Et puis, je vous remercie aussi de cette invitation et de ces occasions d'échanger. Voilà, le rôle de la Fondation, c'est de travailler sur des sujets. Quand on a des questions un petit peu comme ça nous permet de creuser et d'avancer dans la connaissance, en espérant avoir pu faire partager cette expérience-là à tout le monde. Merci beaucoup.